Bonjour à toutes et à tous, en direct une fois de plus du NPI Summit 2024 à Paris. Je suis avec Robert Mellet. Robert Mellet est notamment le rédacteur en chef de la revue de l'ostéopathie. Alors sois le bienvenu dans notre vidéo. Robert, comment te sens-tu? Comment je me sens? Oui. Très bien dans cet endroit, c'est un endroit magnifique en effet. Ouais. Bien que parisien, je n'étais jamais rentré dans ces locaux, mais c'est un endroit extraordinaire et puis je suis ravi de participer à ce summit de la NPI. Génial. Donc ostéopathie, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Alors, je suis ostéopathe de formation et il y a 15 ans maintenant, j'ai fondé la revue de l'ostéopathie, qui est la première revue scientifique francophone à comité de lecture dans le domaine de l'ostéopathie, parce que j'ai un parcours d'ostéopathe bien sûr, mais un parcours universitaire en épidémiologie. Et donc je mélange la recherche et l'ostéopathie. D'accord, toujours en activité sur ce domaine ou Alors, on activité uniquement sur l'édition de revue. D'accord. Et ma présence ici, c'est aussi parce que je suis en train d'élaborer le projet, avec la NPI, le projet de leur future revue, qui sera le NPI Journal. Génial. Donc ouais, un peu d'expérience depuis 15 ans, j'imagine. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'ostéopathie? Comment t'es arrivé dans ce domaine? J'étais kiné au départ. En fait, j'ai eu un accident de moto. D'accord. J'ai connu la kinésithérapie comme patient. Je me suis intéressé à la kinésithérapie. J'ai fait mes études de kiné et puis j'ai très vite, je me suis associé avec un autre kiné qui faisait de l'ostéopathie. Ça m'a intéressé et je me suis consacré ensuite entièrement à l'ostéopathie depuis suffisamment longtemps. D'accord. Et ensuite, comment tu as switché ou en tout cas, c'est peut-être tout simplement la continuité de créer cette revue. C'est qu'il y avait un manque quelque part Alors, comme je t'ai dit, j'ai fait mon parcours universitaire en épidémiologie. Ouais. Je suis intervenu dans des écoles d'ostéopathie pour m'occuper de recherche, de la production notamment des mémoires de fin d'études, où j'ai amené une rigueur méthodologique dans certains travaux de recherche. Et puis, j'ai constaté qu'il manquait un organe de publication spécifique à l'ostéopathie pour servir de vitrine et pour promouvoir la recherche en ostéopathie. Donc, cet outil n'existait pas. Je l'ai créé. Il y avait des très bons outils anglophones qui existent toujours, mais pas d'outils francophones. D'accord. La NPIs, aujourd'hui, pourquoi tu es là aujourd'hui concrètement? Alors, je ne parle pas forcément à NPIs au sens large, mais aujourd'hui, dans ce summit. Dans ce summit, déjà faisant partie, comme je suis missionné auprès du conseil d'administration, je me sens même pas obligé. Enfin, éthiquement, je fais bien évidemment partie de l'organisation. D'abord, je suis au conseil scientifique de la NPI. On va participer à l'évaluation des posters pour donner le prix du meilleur poster. Et puis, j'interviens vendredi matin pour présenter l'état des lieux du projet de création du NPI Journal, puisque cette revue s'appellera ainsi. Je précise que ce sera une revue en open access. Tous les articles vont être disponibles gratuitement pour tous les lecteurs du monde entier, parce que la publication sera en anglais. Génial, génial. On a une date? Non. Non. On n'a pas de date. En 2025? Oui, je pense qu'on va pouvoir débuter en 2025. D'accord. Ok. Les INM, ça t'évoque quoi? Alors les INM, c'est intéressant parce que l'avantage de définir les INM, c'est que ça permet de les différencier de tout ce qui est médecine douce, médecine complémentaire, avec un certain flou dans la définition, où il y a des bonnes choses, puis il y a des éléments qui sont moins scientifiques, moins rigoureux, certains même qui sont ésotériques, voire même certains qui peuvent être accusés de dérives sectaires. Donc l'avantage de définir les INM, à la fois de les définir et de les référencer et de faire de la recherche sur les INM et de la publication autour des INM, c'est de nettement les différencier et de pouvoir les intégrer dans le parcours de soins des patients en s'appuyant sur des données probantes. Et oui, d'où l'intérêt des interventions non médicamenteuses qui sont du coup validées scientifiquement, ces interventions. Et donc en partenariat parallèle, complémentaire de la conventionnelle, c'est ça? On pourrait dire ça? C'est totalement en parallèle. Totalement. C'est pas, voilà, on avait ce côté, de temps en temps, on a dans certaines médecines douces ce côté alternatif, qui était souvent d'ailleurs un peu militant. Là, il ne s'agit absolument pas de ça. C'est des protocoles de prévention de soins, ou de prévention, ou de soins pour des pathologies déterminées ou des symptomatologies déterminées, dans un cadre précis, avec un début, avec une fin et avec
quelque chose qui est à la fois protocolisé, mais adapté à chaque patient. C'est personnalisé, c'est une intervention personnalisée. Ok. Le futur de la NPIs, comment tu le vois, le futur de la NPIs et des INM? Oh bien, en expansion, avec Ouais. une montée exponentielle. Comme ça, on est au tout début. Et ouais. On est au tout début de la recherche dans les INM et de leur implantation, je dirais même de leur implémentation, c'est-à-dire que mise en application en France, en Europe et dans le monde entier. Et ouais. Et c'est la NPIs, donc société savante initialement française, qui est à l'origine de tout ça. Donc c'est un projet extraordinaire. C'est un projet extraordinaire, Cocorico en plus. Ça c'est vraiment exceptionnel. Et donc comment tu vois la projection avec cette diffusion à l'international et potentiellement dans les cabinets demain que les médecins généralistes par exemple préconisent des interventions médicamenteuses. Comment tu vois ça? Est-ce que tu vois déjà cette projection? Ça existe déjà au cas par cas. Ouais. Parce qu'on a, je parle pour les ostéopathes, mais je Bien pense que sûr. pour d'autres professions d'intervention corporelle ou nutritionnelle ou Bien sûr. intervention psychosociologique, eh bien on a déjà, chacun a son réseau, chaque intervenant a son réseau médical. Ouais. Là, les médecins vont pouvoir disposer, et ça a été présenté ce matin, du référentiel des INM où par pathologie, symptomatologie, des fiches vont être présentées avec les possibilités d'intervention non médicamenteuses, avec leur niveau de preuve, dans quel cadre est-ce qu'on peut les appliquer. Donc ils vont disposer d'éléments qui vont être réactualisables en plus régulièrement. D'accord, ok. Comment tu vois par exemple à 30 ans les INM voilà, moi j'en aurais 65, je débarque chez mon médecin généraliste, j'ai mal au dos. Comment ça fonctionnera derrière tout ça? Est-ce qu'il y aura comme le médicament on prescrit et on te dit tiens tu vas aller là-bas et comment toi tu te vois derrière? Alors dans 30 ans je devrais couler une retraite extrêmement paisible. Je dans un monde sans doute différent, mais c'est trop jamais. Il est difficile de faire des projections comme ça sur l'avenir. Bien sûr, mais comme toi tu... Si précise. En revanche, le médecin, puisqu'on parle de ça, le médecin généraliste, le médecin prescripteur, va disposer de tout un arsenal de possibilités qu'il va pouvoir adapter à chaque patient. Parce qu'il y a des patients pour lesquels... J'ai dit tout à l'heure que le soin va être personnalisé. Oui. Voilà, avec cette idée d'approche centrée sur le patient, approche biopsychosociale, etc. Enfin bref, tous ces courants-là de médecine globale que maintenant tous les généralistes font. On fait ça en médecine générale, on fait ça dans beaucoup de disciplines. Et donc, adapté aux patients, ça veut dire que pour des patients pour lesquels ce serait intéressant, qui accepteront d'être touchés, d'avoir un soin corporel, eh bien l'ostéopathie pourra faire partie de l'arsenal si c'est en effet indiqué pour la pathologie en question. Voilà. Et puis pour d'autres patients qui préféreraient avoir des techniques plus à distance, il y a peut-être des techniques de méditation, mais il y aura automatiquement un ensemble de protocoles possibles, donc c'est un choix possible pour le médecin. Donc on rentre même dans un cadre d'evidence-based médecine dans son sens le plus intelligent possible, à savoir les données probantes, les données de la recherche, l'expérience du praticien et les préférences du patient. Et lorsqu'on tient compte de ces trois composantes, eh bien, ça permet de disposer d'un arsenal adapté en effet à chaque patient individuellement, celui qui est de l'autre côté du bureau du médecin prescripteur. Et ouais, la personnalisation, c'est la clé, c'est une des clés avec la prévention demain. J'espère qu'on ira encore de plus en plus dans ce système préventif. C'est vrai généralement, quand on va voir un ostéo, on a mal quelque part et du coup, on va le voir. En tout cas, c'est comme ça que j'ai des copains à kiné, ostéo derrière. Est-ce qu'on pourrait pas, comment on pourrait faire pour accélérer justement ce mode préventif auprès des gens? Alors, là se pose la problématique de mettre en évidence l'intérêt dans la prévention d'avoir une prise en charge ostéopathique. Ça signifie qu'il faut faire des études complexes avec un groupe suivi, une cohorte suivi, prise en charge en ostéopathie.
un groupe contrôle qui a exactement les mêmes caractéristiques que le groupe suivi, hormis qu'il n'est pas suivi en ostéopathie, et compter le nombre d'événements, Ouais. de pathologies, de survenus d'événements, etc. Donc c'est des études extrêmement complexes Ouais, complexe, longue. à mettre en place, qui demandent de très très gros financements Ok. et beaucoup de temps. Le nerf pour de la avoir les guerre. réponses. Ok, bon, la réponse est là. Comment toi tu fais pour être un peu plus heureux chaque jour ou travailler sur ta santé Est-ce que tu as une INM en particulier que tu travailles Il y a eu une très bonne intervention ce matin sur la méditation, Ouais, une petite séquence de méditation qu'on va faire et que je pense que je vais essayer d'appliquer le plus possible. ok. Sur le plan, moi, je passe beaucoup de temps devant un ordinateur Ouais. en permanence, mais j'essaye de marcher le plus possible et de ne pas rester des heures et des heures et des heures et des heures. Voilà, ça c'est ma gestion personnelle. Ouais. La Ok. marche, l'activité physique régulière et entrecoupée dans la journée, parce que c'est vrai que sur les professions très très sédentaires, si on reste 8 heures de rang devant un ordinateur, Ouais. c'est pas très bénéfique pour la santé, ça c'est très clair. Exactement, je crois que l'inactivité physique est considérée comme la 4e pandémie mondiale. Donc là, en effet, là, tu viens de pointer du doigt quelque chose qui est juste essentiel, c'est bougeons tous ensemble. Mais merci infiniment. Et puis, on va pouvoir te suivre à la NPIs et puis sur l'ensemble des réseaux que nous, on va diffuser en copartenariat avec la Non-Pharmacological. J'allais dire Institute Society, c'est pas Society, c'est la NPIs, le... Non-Pharmacological Intervention Society. Exact, je l'avais bien en fait. Très bien. Bon, merci Robert, à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.